écoutons cette déclaration de la nuit de Donald Trump, pour qui la solution reste un changement de régime. On a trop parlé, dit-il, maintenant il faut agir. Un changement de pouvoir serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'Iran. Pendant 47 ans, ils n'ont fait que parler, parler, parler. Et ça a coûté de nombreuses vies. Maya Kadra, votre analyse de cette toute dernière déclaration du président américain. Il faut rappeler pour nos téléspectateurs que le changement de régime, ça faisait partie des 3 scénarios posés il y a quelques semaines sur son bureau. Exactement, et ça faisait partie également des conditions que lui-même a posées, les conditions de négociation. Alors, il ne l'a pas dit aussi explicitement que dans cette déclaration, mais il a dit « ça ne peut pas continuer comme ça ». Et donc, il remet en question toute l'architecture politique du pays, idéologique aussi, parce que d'habitude, les Américains négociaient en mettant la pression sur le dossier nucléaire, le dossier des missiles balistiques. On commence à entendre depuis plusieurs semaines cette nouvelle variante qui est introduite, ça ne peut plus continuer comme ça, donc avec un régime théologique qui repose sur une force militaire idéologique aussi, les gardiens de la Révolution, une armée très marginale et un pouvoir politique aussi très marginal. Dans cette déclaration, oui, il explicite son souhait de voir tomber le régime et en fait, ça accompagne logiquement le renforcement de tout le dispositif de cette armada autour du Golfe Persique. Il y a un deuxième porte-avions qui arrive et je trouve qu'il y a, même s'il est incohérent, Donald Trump, mais il y a une cohérence dans le dossier iranien. Il y a cette surenchère dans le discours et ces menaces à l'encontre du régime iranien qui accompagnent l'escalade militaire. Et peut-être même un 3e porte-avions. On verra ça ensemble dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on parte à Téhéran retrouver Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, correspondant de RFI et de France 24. Comment réagit-on, là vous êtes à Téhéran, à ces propos du président qui dit en fait les Iraniens parlent trop, parlent pour rien dire, on ne peut pas leur faire confiance, donc il faut changer de régime? En fait, c'est pas la première fois que le président Trump dit une telle chose. Il y a à peu près 3 semaines, il avait dit qu'il fallait changer de dirigeant en Iran, en parlant de l'ayatollah Khamenei, donc qui est le guide suprême iranien. Mais hier, dans ses déclarations, il a en même temps dit que sa préférence c'était un accord avec l'Iran, notamment sur le dossier nucléaire. Tout dépend maintenant. Comment vont se passer ces négociations entre Téhéran et Washington. On sait que par exemple si effectivement les Américains décident optent pour l'option d'un changement de régime en Iran, il faudrait une longue campagne militaire et ça ne sera pas aussi simple que ça parce que les Iraniens ont toujours dit qu'ils se battraient jusqu'au bout et par exemple frapper toutes les bases américaines dans la région. Sur le dossier nucléaire, les choses ne sont pas très évidentes non plus puisque apparemment selon des informations qu'on a ici, lorsque Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, s'est rendu en début de semaine à Oman. Les Omanais lui ont transmis un message de la part des États-Unis, un message assez dur, ce qui veut dire un enrichissement 0% en matière nucléaire, une réduction très importante du programme balistique de Téhéran et puis un changement de la politique régionale de l'Iran, des choses que l'Iran ne peut pas accepter et donc ça complique bien évidemment les négociations. L'Iran est prêt à discuter de son niveau d'enrichissement, de ses stocks d'uranium, mais affirme toujours qu'il n'est pas question de réduire, par exemple, la portée de ces missiles, ou encore de parler de sa politique dans la région, le soutien aux différents groupes, ce qu'on appelle les proxys. Donc, les négociations s'annoncent difficiles, et bien évidemment, si les États-Unis décident d'aller jusqu'au bout et donc décident d'aller vers une option de changement de régime, il faudrait une campagne de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui pourrait provoquer un chaos et une déstabilisation du pays, mais aussi avoir des conséquences pour toute la région. Merci beaucoup, Siavosh. Précieuses informations et image assez extraordinaire. Nous sommes à Téhéran. La vie continue malgré les déclarations, malgré les pressions. Alors, on va revenir sur ces propos du président américain qui dit faut changer de régime. Il n'y a que la seule solution, c'est de changer de régime. Et on comprend peut-être mieux avec ce que dit Siavosh, et qu'on n'était pas au courant de ce document transmis du côté d'Oman avec les exigences américaines et le régime de Téhéran qui dit non, en fait, on ne négociera pas, on ne discutera pas de ça.
Ce que l'on savait, c'est que les Iraniens étaient prêts à négocier vraiment à la marge sur le nucléaire et pas du tout à remettre en cause l'essentiel de leur programme. C'est-à-dire que les Américains exigent que le nucléaire iranien soit non seulement réduit à zéro en ce qui concerne les stocks d'uranium enrichis au niveau militaire, mais aussi pour le nucléaire civil, c'est-à-dire qu'à la limite, ils accepteraient, ça c'est ce qui ressort des discussions qui ont eu lieu entre Américains et Iraniens, ils accepteraient à la limite que de l'uranium soit enrichi à l'extérieur à des niveaux de nucléaire civil, et encore, ça reste un élément de négociation, mais en tout cas, pas question qu'ils continuent à enrichir de l'uranium dans leur site secret et inaccessible et incontrôlable par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pourtant, visiblement, c'est ce qu'ils font, puisqu'il y a eu cette alerte de Raphaël Grossi qui disait que l'Iran dispose d'assez d'uranium pour produire 12 bombes nucléaires. Général, cette option qui semble de plus en plus de mise d'ailleurs et qui va de pair avec la force militaire et d'éventuelles frappes sur l'Iran, changer le régime? Je crois que petit à petit, c'est une hypothèse qui est évoquée, alors qu'elle n'était pas forcément sur le plateau jusqu'à présent. Elle arrive simplement parce qu'on a un positionnement plutôt iranien particulièrement déterminé et jusqu'au boutiste, qui ne cède sur rien. Donc à un moment donné, avec quelqu'un comme Trump, on peut quand même s'attendre à, comme il a besoin de résultats et qu'il ne veut pas perdre la face, à des actions un peu plus déterminées et peut-être un peu plus guerrières. Donc petit à petit, on voit d'abord les moyens conventionnels se mettre en place. On a les moyens non conventionnels qui ont l'air d'agir un petit peu sur le théâtre des opérations iraniennes. Il faut utiliser ce terme-là aujourd'hui. Donc petit à petit, tout se met en place. Et comme ce genre d'action, pour que ça réussisse, ça ne se fait pas au dernier moment, il faut du temps. Donc les uns et les autres gagnent du temps. Je ne suis pas certain que les Iraniens font une bonne affaire en essayant de gagner du temps en mettant de côté la négociation. En revanche, Trump, pour lui, c'est bon pour lui. Vous voulez attendre ? On va continuer d'attendre, mais pendant ce temps, moi j'amasse, j'organise, et avec mes planificateurs militaires, à un moment donné, je verrai ce que je peux faire. Alors, on va y revenir un instant parce que vous allez voir que le dispositif est très très impressionnant et de plus en plus impressionnant du côté américain. Mais Xavier, on était au courant de ce message à Oman transmis, message des Américains, avec des points qui étaient très durs, bien évidemment. Le nucléaire, non. Les proxys, non. Les missiles balistiques, non. Et ce qui pourrait peut-être expliquer cette déclaration du président américain en disant, en fait, il parle, ça n'avance pas, donc changeons de régime. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, oui, on était au courant du déplacement d'Ali Larijani. On était au courant que les positions américaines exprimées à l'Iran étaient extrêmement fermes. On sait aussi qu'il y a des ballons d'essai qui sont lancés par Téhéran en disant oui, on pourra peut-être ensuite, si on trouve un accord sur le nucléaire, parler du balistique, parler de l'influence générale régionale de l'Iran sur les proxys. Mais en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de changement de ton de Donald Trump. Il y a une montée en puissance. D'un côté, montée en puissance militaire. Et en fait, l'annonce d'un second porte-avions qui serait éventuellement envoyé, qui partirait pour la Méditerranée, c'est la même chose sur le plan diplomatique que l'annonce de la volonté de changer de régime. La volonté de changer de régime, c'est pas un objectif pour Donald Trump, c'est un moyen. C'est-à-dire qu'il met une pression de plus en plus grande. Il voit que, pour le moment, les Iraniens réagissent peu à la pression, qu'ils ne font pas de concessions, donc il en rajoute, et il se rend compte que s'il veut aboutir à son véritable objectif, à savoir la destruction totale des capacités nucléaires de l'Iran, il faudrait passer par un changement de régime. Il ne faut pas le prendre dans l'autre sens. On verra bien évidemment que ces capacités sont intactes ou quasi intactes. Restons sur le dispositif militaire. Cette information de nos confrères de chez Reuters ce matin, avec un dispositif XXL, des opérations prévues pour l'Iran, bien évidemment, et il y aura également des frappes. Ça va durer longtemps. Peut-être, avant d'écouter Donald Trump, un mot général sur cette opération américaine qui va durer très très longtemps. Alors, le mot très très longtemps, j'aurais un doute parce que l'expérience des opérations militaires américaines dans le passé, très très longtemps voulait dire embourbement. Donc je vois mal comment ils pourraient se permettre d'aller très très longtemps en guerre. En revanche, quelques semaines, peut-être, ce n'est pas invraisemblable dans la mesure où pour faire tomber un régime ou pour changer la donne dans un pays, il faut du temps.
Ensuite, entre le moment où on achemine les forces, qu'on les emploie, en espérant peut-être aussi, n'oublions pas, parce qu'on ne parle pas du peuple iranien, mais le peuple iranien est le principal concerné dans cette affaire-là. Quelle sera la position de ce peuple iranien? Est-ce qu'il va aussi résister? Alors il a été trahi, le peuple iranien. Ah ça, il a été trahi sans aucun doute. Mais enfin, il est aussi trahi chez nous, parce que vous avez beaucoup de manifestations pour le peuple iranien aujourd'hui en France, pas beaucoup non plus. Hein. Et je crois qu'il est trahi par beaucoup de monde aujourd'hui, le peuple iranien. Donc, il considère qu'il a été trahi quand Donald Trump lui a dit sortez, manifestez, protestez et qu'est-ce qu'il avait dit? L'aide arrive. L'aide arrive, j'allais dire les secours, l'aide arrive. C'est normal parce que il n'a pas allé trop vite. Dans la mesure où les forces n'étaient pas là. Et trop tard. Ben voilà, trop tard. C'est-à-dire qu'à 3 semaines près, s'il avait dit... D'abord, je pense que tout le monde a été surpris par cette Par la réaction du peuple iranien. Voilà, et je pense que personne n'y a cru. Et que finalement, rien n'était prêt pour soutenir le peuple iranien dans sa revendication à plus de liberté. On va écouter Donald Trump, bien évidemment, sur ses porte-avions, cette armada, et le fait qu'à un moment donné, il va falloir quand même s'en servir. Pourquoi envoyez-vous un deuxième porte-avions au Moyen-Orient? Nous en aurons besoin si nous ne parvenons pas à un accord. Si nous trouvons un accord, nous pourrons réduire la durée de son déploiement. Il partira très prochainement pour rejoindre l'autre porte-avions déjà sur place. Je pense que les négociations seront fructueuses. Sinon, ce sera un jour sombre pour l'Iran. Alors, vous allez voir des images, bien évidemment, puisqu'il y a ces déplacements militaires, Xavier. Il y a là aussi quelques clichés bien sentis, parce qu'on fait également de la communication en temps de guerre, juste avant que la guerre n'éclate, notamment de l'USS Lincoln. Et puis, peut-être aussi, on aura le temps de parler d'un éventuel 3e porte-avions qui irait dans la région. D'abord, sur ces déploiements de force, ce 2e porte-avions qui va partir et qui correspond à une stratégie militaire. Oui, c'est intéressant parce que ce porte-avions, ce serait le Gerald Ford qui est actuellement dans les Caraïbes. C'est lui qui a mené l'opération au Venezuela, enfin qui a servi d'appui pour l'opération contre Maduro. C'est vraiment le symbole de la puissance américaine. Là, on est sur les 100 000 tonnes. L'Abraham Lincoln, c'est 80 000 tonnes. Donc, vous voyez, une différence. C'est la dernière. C'est lui qui a le statut du plus grand porte-avions au monde? Oui, à quelques mètres près, mais surtout au-delà de la taille qui est pas forcément c'est la force de frappe. Très importante à 10 mètres près. C'est la force de frappe, c'est le côté moderne de l'engin, du bateau. Gerald Ford a été mis à l'eau en 2013. L'Abraham Lincoln, par exemple, en comparaison, c'était 1988. L'un est de la classe Nimitz, l'autre de la classe Ford, justement. C'est le premier des porte-avions ultra-modernes américains. Donc là, il y a une vraie signification. Où va-t-il aller? Vraisemblablement, de ce qu'on comprend, il pourrait aller en Méditerranée, au large des côtes israéliennes, pour une raison simple, c'est qu'en fait, de là jusqu'à Téhéran, il y a 1500 km, du golfe d'Oman jusqu'à Téhéran, il y a aussi 1500 km. La portée stratégique, pour que tout le monde comprenne, d'un porte-avions, c'est quoi? C'est compliqué. 1000 km? Non, c'est illimité. Qu'est-ce que vous appelez portée stratégique? Non, des avions. Des avions pour le coup. Des avions. Ouais. C'est 1500 km, sachant qu'il n'est pas indispensable, il n'est pas invraisemblable que compte tenu de l'engagement américain dans la zone, qu'il y ait des ravitailleurs en vol qui permettent de ravitailler. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté parce que ravitailler en vol au-dessus de l'Iran, c'est pas forcément aussi simple que ça. Il faut d'abord. Il faut pas au-dessus de l'Iran. Hein. Ils le feront. Et s'ils partent du golfe d'Oman, ils sont obligés de le faire au-dessus de l'Iran. Hein. S'ils vont bombarder Téhéran, je veux dire. Hein. S'ils vont dans le nord, le plus au nord demandera un aviateur. J'ai étudié les distances. Non, ça pose un réel problème. À la limite, d'ailleurs, c'est plus simple depuis la Méditerranée, en fait. Oui. Alors, il y a, je voudrais qu'on regarde le tweet de notre confrère Jean-Mal Bruno sur le 3e porte-avions qui serait une sorte de porte-avions peut-être de secours au cas où il y aurait un problème, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, c'est la relève aussi. D'un autre côté, les Américains ont 10 porte-avions et le 11e est en expérimentation actuellement. C'est le Kennedy, type d'ailleurs Ford. C'est quand même 3 groupes aéronavals disponibles pour la projection de force. Le reste, c'est réparti dans le monde en maintenance, en instruction. Donc, c'est je dirais, la capacité maximale à la date d'aujourd'hui, ce qui veut dire implicitement 3e porte-avions avec son groupe aéronaval, c'est qu'on met on met le paquet du côté américain pour être sûr que si on engage une opération, on pourra le faire. Et n'oublions pas un aspect important, ce sont des plateformes nationales, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrôle d'un pays étranger sur l'utilisation des avions sur son territoire. Les Américains font ce qu'ils... Contrairement aux bases dans le Golfe. Oui. Voilà.
Alors, il y a les B2 aussi qui sont également là. C'est un haut responsable américain qui se confie sur le fait, il dit, que l'état d'alerte des B2 est largement supérieur à la normale. Bertrand Galichet, c'est pas tout ça pour ça, c'est tout ça pour faire quelque chose. Oui, ça alors commence à d'abord, faire beaucoup. Dans un premier temps, c'est quand même un message. Enfin, ce sont des salves de messages qui sont envoyés avant peut-être des salves de missiles. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. C'est une pression supplémentaire sur le régime. Les informations données par Georges Malbruno montrent aussi qu'il y a du côté américain la volonté de laisser entendre que on va renforcer le dispositif quoi qu'il arrive, qu'il y a des forces en réserve. Vous vous souvenez quand même de cette vidéo faite par intelligence artificielle par les Iraniens qui montrait une attaque d'un porte-avions contre un porte-avions américain par des vedettes rapides et par des drones iraniens. Et donc c'est une façon aussi de dire, vous pouvez toujours imaginer un scénario catastrophe. Il y avait même un guépard qui attaquait l'aigle américain. Voilà, mais de toute façon, vous ne pourrez rien contre la puissance en valeur absolue des moyens américains. Donc ça, je crois que c'est quand même... Et on peut peut-être le rapprocher aussi de ce que laisse pointer Donald Trump sur l'idée du changement de régime. Je partage tout à fait ce qui a été dit par Xavier tout à l'heure. C'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Nouvelle pression. On a l'armada qui se renforce de façon considérable et on a la menace d'un changement de régime. Et ça, les Iraniens, je pense, ils vont entendre ces messages-là. Est-ce qu'ils seront assez raisonnables pour se plier aux injonctions des Américains ? Ça n'est pas certain. Il l'a dit, Donald Trump. Il parle depuis tant d'années, trop d'années d'ailleurs, et il ne fait rien. Il y a les moyens, bien évidemment, que l'on vient de voir. Il y a ceux que l'on voit pas, surtout. Et puis, il y a ce petit bruit comme quoi il y aurait la présence de forces américaines, de forces d'élite, notamment dans certains points stratégiques aux frontières de l'Iran. Si on revient au soulèvement populaire possible des Iraniens, en tout cas, cette fois, tout serait prêt pour les aider. Oui, tout est prêt là maintenant avec cette armada pour aider le peuple iranien. Il suffit juste de neutraliser quelques points d'accès en Iran, par exemple les proxys en Irak, le Hashd al-Sha'bi qui a participé aux répressions. La dissuasion, elle est à son maximum. Je rappelle juste entre parenthèses, parce que vous parliez du porte-avions en Méditerranée, c'était un moyen de dissuasion aussi pendant la guerre Israël-Hezbollah. Il y avait bien un porte-avions américain stationné en Méditerranée, voilà, au cas où les Iraniens se vengerait en lançant des missiles balistiques. Donc ce n'est pas la première fois. La Méditerranée a de tout temps témoigné donc de la présence de porte-avions américains. Mais ce qui est aujourd'hui... Là, ça fait beaucoup. Il n'y a pas que les porte-avions. Parce qu'on oublie souvent, on dit tiens, un porte-avions, 2 porte-avions, 3 porte-avions. Mais autour des porte-avions, vous avez des sous-marins nucléaires qui peuvent tirer des missiles Tomahawk. Et il y a des équipes vous avez des destroyers, vous avez des avions, puis vous avez tout ce qu'on ne voit pas. Alors, tout ce qu'on ne voit pas, on peut faire le parallèle avec la guerre de 12 jours en juin 2025. On a bien vu que l'Iran est un pays infiltré. Il y a eu plus d'une dizaine de commandants militaires appartenant à l'armée ou bien au corps des gardiens de la Révolution qui ont été ciblés, éliminés. Il y a eu des scientifiques aussi responsables du programme d'enrichissement d'uranium qui ont été facilement éliminés aussi. Et donc cette situation, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas encore plus consolidée sur le terrain entre juin 2025 et aujourd'hui. Et donc il y a toute une logistique sur le terrain qui est encore présente, une présence israélienne aussi. Et la visite de Netanyahou cette semaine à Washington en atteste en fait. Il y aura une coordination militaire entre les deux pays pour renverser le régime ou bien pour faire une opération militaire. Le Premier ministre israélien n'en a pas fait mystère d'ailleurs, essayant même de convaincre Donald Trump qu'il fallait frapper le plus rapidement possible. Bertrand. Je crois néanmoins qu'il ne faut pas confondre deux choses, c'est-à-dire les moyens et la pression militaire mise en œuvre par les États-Unis et puis le soutien aux manifestants et à la population iranienne, aux opposants iraniens, parce que vous pouvez envoyer tous les bombardiers que vous voulez, vous pouvez détruire les sites de missiles, vous pouvez taper les casernes des gardiens de la Révolution, les Bassidjis seront toujours là, ceux qui répriment les manifestants, qui roulent en voiture sur les manifestants, qui leur tirent dessus à balles réelles. Les manifestants, la population iranienne, les opposants
opposants, ils restent désarmés. Et au fond, c'est ça le cœur du problème, c'est qu'ils n'ont aucun moyen pour se Et défendre. l'autre partie de l'armée, vous avez les passes d'Aran, les gardiens de la Révolution, mais l'autre partie de l'armée l'armée, régulière. C'est probablement L'armée le régulière. levier le plus important. Si les Américains arrivent, ou les services du Mossad arrivent à finalement entraîner l'armée régulière dans une révolution et dans un coup d'État, pour appeler les choses par leur nom, là, il y a une chance effectivement que ça fonctionne, mais c'est la seule chance. N'oublions pas effectivement que la population qui a payé un très lourd tribut, des milliers de morts, et n'a toujours aucun moyen de lutter contre le régime qui les maltraite et qui les assassine depuis des décennies. Xavier Damour. Oui, les forces spéciales américaines, c'est une évidence, sont auprès notamment des Kurdes, dans toute cette région entre la frontière turque, le nord de l'Irak, dans des conditions évidemment extrêmement discrètes. Elles servent à voir les possibilités justement d'aider l'opposition. On a appris notamment que 6000 terminaux Starlink avaient été livrés par les Américains. C'est une aide qui pourrait être décisive, même si avec l'appui des Chinois, les Iraniens ont réussi à bloquer le signal Starlink. Mais il est évident que le changement de régime ne peut se faire qu'avec un appui au sol qui est celui de la population qui manifestement veut en finir avec ce régime mais n'en a absolument pas les moyens. Vous le disiez tout à l'heure, élément extrêmement important, il est évident que s'il y avait un retournement de l'armée régulière et non pas des gardiens de la révolution, ça pourrait être une aide très importante. On n'en est pas là.